around this new light aircraft. Au décollage en piste 03, car on a deux pistes ici, on est riche au Bourget, enfin il y en a même plus que deux, mais enfin aujourd'hui on en utilisera deux principalement, la 03 qui est celle qui part devant nous de la gauche vers la droite et celle qui est en face d'elle, c'est-à-dire exactement le même ruban de béton mais pris dans l'autre sens, et donc à ce moment-là on l'appelle la 21. 03 parce que c'est la piste, le sens de piste qui fait face au cap magnétique 030, et 21 parce qu'il fait face au cap magnétique 200. Dans le ciel, un grand biplan avec vaste biplan, on va dire, avec un seul moteur dans le nez. Les ailes jaunes, le fuselage bleu, des rayures alternées rouge et blanc sur le gouvernail de direction. Il s'agit d'un avion école de l'âge d'or de l'aviation. L'âge d'or, c'est les années 30. C'est pour bien des raisons, ces années 30 sont appelées l'âge d'or. Et voici donc un N3N, Naval Aircraft Factory, surnommé Canary, biplace école. À l'époque, les gens qui montaient là-dedans, les jeunes recrues qui montaient là-dedans pour devenir pilote militaire, il faut se dire que c'était des jeunes gens qui la plupart du temps n'avaient même pas leur permis de conduire, vu que les voitures étaient bien moins répandues qu'aujourd'hui, et finalement plus chères. Quelques-uns avaient leur permis moto et roulaient en moto, mais la plupart d'entre eux n'avaient jamais conduit de véhicule à moteur. Ils avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, et ils voulaient devenir pilote. Et donc c'est dans ces machines-là, ce genre de machines-là, qu'ils passaient du statut de piéton à celui d'aviateur. Step back in time now to the golden age, to the 1930s, and the training aircraft from that period, the Naval Aircraft Factory N3N, which bore the nickname Canary. The very remarkable paint scheme of the aircraft was designed to render them easy to see in the sky as student pilots learned the basics of flying. It's powered by a single Wright whirlwind engine of 225 horsepower. It has a maximum speed of 90 knots. It's not a fast aircraft, but it is designed for training. Shore speed is 50 knots, so that everything happens very slowly, making life as easy as possible for the young trainee pilots, many of whom didn't even know how to drive a motor car when they sat in the cockpit, and usually the aircraft was the first mechanized vehicle that any of them had ever been given to control. It has 2 hours of autonomy in the tanks, which is more than enough for any student pilot, and 900 of these machines were built starting in 1935. Le N3N qu'on vient de voir à l'instant, sauf qu'il est venu un peu plus tard, il est venu au tout début de la guerre. Voici un avion d'une élégance extraordinaire, mais finalement, avant cette version militaire, il y a eu une version civile de cet avion qui s'appelait le Ryan STA, le STA, qui est entré dans la légende et qui est déjà, il appartient aux prémices des avions hollywoodiens. 2 places en tandem, l'un derrière l'autre, dans un fuselage profilé comme une torpille. Un petit avion qu'on pilote le coude à la portière le long des falaises de la côte ouest en regardant les dauphins qui s'ébattent sur les plages au nord de Los Angeles vers Malibu. We move on 7 years, times have changed, and here is the training aircraft that was designed at the beginning of World War II and trained a lot of pilots. A monoplane. It's from the Ryan Company, a PT-22A Recruit, basic training aircraft, powered by a wonderful 5-cylinder radial engine from Kenner, 160 horsepower engine. This particular aircraft has been remarkably restored, and if you've had a chance to look up close at the aircraft, or if you can see it on a large screen, you'll notice that the surface of the aluminium skin is polished to a mirror finish. You can see yourself reflected in the skin of the aircraft. The markings on the aircraft refer to the Dutch markings that were painted on a number of aircraft at the beginning of the war, because the Dutch ordered 24 of these aircraft for their colonies, but before they could be delivered, the aircraft were kept in the United
United States. Before they could be delivered to the Dutch colonies were overrun by the Japanese. At the end of the war, many of these aircraft were struck off charge, and this particular PT-22, after being in the hands of many people in the United States, was ferried to France in 2008. It's flown for us today by Fabrice Mouton. Celui qui a la chance de voler cet après-midi alors que les petits copains sont par terre en train de parler dans des micros de ce que lui est en train de faire en l'air, donc c'est Fabrice Mouton qui préside désormais aux destinées de cette pièce de collection. Les avions sont un peu maintenant comme les voitures ou les bateaux, sauf que c'est finalement beaucoup plus rare. Et puis aussi qu'une voiture de collection, ma foi, si on tombe en panne, c'est pas grave, on la laisse au bord de la route et on attend la camionnette qui va venir dépanner. Alors qu'un avion, quand il est en l'air, il faut qu'il revienne par terre. C'est une des grandes vérités de l'aviation. Tout ce qui monte doit redescendre. Si possible en une seule pièce, au bon endroit au moment où on descend. Donc les avions anciens, leur sort est le même que ceux des avions nouveaux. Et ce superbe Ryan, ce PT-22, dans le ciel, est un excellent représentant de cette race des avions historiques. Il est comme neuf, voire même un peu mieux. Et si vous vous demandez ce que signifient ces triangles équilatéraux orange et noir sur ces flancs de fuselage, eh bien c'était avant la dernière guerre. C'était les cocardes officielles de la Royal Netherlands Air Force, de l'armée de l'air royale des Pays-Bas, qui avait commandé un certain nombre de ces superbes avions pour former ses pilotes. L'atterrissage vent de travers avec des avions comme ça ici aujourd'hui sur la piste du Bourget, c'est un morceau de bravoure. Mais c'est une affaire stricte. For glider towing purposes. And if you look up just above the Moran Saunier, you have the opportunity of seeing one of these rare pictures that you get at the Bourget as the A380 of Singapore Airlines leaves for Charles de Gaulle, heading for Singapore on its regular daily service. Le Bourget, c'est un peu miraculeux et magique souvent. Où ailleurs pouvez-vous avoir cette image? Dans le ciel, donc, un Moran 317. Je vais revenir sur la blanquette de veau. Mais loin à l'horizon, là-bas, il y a de temps en temps éclairé par le soleil, la silhouette d'un Airbus 380 de Singapore Airlines qui décolle pile à l'heure, comme tous les jours, depuis le début de la semaine, à 1h de l'après-midi, 13h décollage. C'est le vol régulier de Singapour qui quitte l'aéroport Charles de Gaulle vers un tiers de tour de monde privé. Je reviens à la blanquette. Pourquoi cet avion, c'est comme une blanquette de veau? Vous savez, quand la blanquette est bien faite, c'est une sauce, oui, mais elle n'est pas trop liquide, elle n'est pas non plus trop solide, elle est parfaitement moelleuse. Et ma foi, quand on s'en régale, c'est quelque chose qui... Ça vous va jusqu'à l'âme. C'est pas seulement gustatif, mais ça va jusqu'à l'âme. Quand c'est bien fait, que c'est à la bonne température, c'est un grand moment de bonheur. Et bien, quand on fait voler un Moran 317 bien réglé, il en reste quelques-uns de ces avions dont l'origine remonte à un peu avant la dernière guerre, à l'âge d'or de l'aviation, les années 35, 36. Et ils ont été construits également un peu après la guerre. Et là, on a un avion qui est un peu comme la blanquette. Quand vous tournez la cuillère en bois dans la marmite, il faut que la cuillère, quand on la lâche, tombe tout doucement jusqu'au bord. Elle fait tout doucement. Et bien, quand vous agitez les commandes d'un MS-317, c'est un peu la même chose. C'est un avion un peu mou, finalement, mais quand même précis. Il y a un avion souple sous les commandes. C'est pas un pur sang, il déborde pas de puissance, il tient bien au corps. Mais quand vous pilotez cet avion, et pour peu que vous ayez la curiosité de regarder ce qu'il y a sous l'entoilage, vous voyez un avion qui est merveilleusement construit, avec des pièces cachées, puisqu'elles sont à l'intérieur de la structure de l'avion, et qui sont d'une immense beauté. C'est un avion pyrénéen, c'est un avion fabriqué chez Moran et Saunier, qui était à l'aviation française un peu ce que messieurs Rolls et Royce étaient à l'automobile britannique autrefois. C'est un avion superbement dessiné et construit, un petit peu lourd peut-être, mais à l'époque c'est comme ça qu'on faisait les beaux avions. Et en plus c'est un avion qui a révélé des noms comme Detroya, comme Flarkin, qui fut le pilote militaire qui
transforma la voltige aérienne en véritable doctrine en matière d'éducation des pilotes militaires en France. Et aujourd'hui, donc, quelques-uns de ces morins volent encore. Celui-là, bien sûr, nous vient des parages de la Ferté-Alais, près de Fontainebleau. The Moran MS-317. This comes from a magnificent collection in horsepower. This aircraft, as I mentioned earlier, was re-engined and used extensively for glider towing. It now is the joy of the crowds around the air shows in France, and there are a number of these aircraft still flying in various parts of France. Those of you who are watching the live stream will see the landing by this aircraft, and you can see the crowd. Il vous arrive par la droite, venant donc de l'héliport situé dans le nord de l'installation. From north, from Eurocopter, the EC665 Tiger in the HAP version. The aircraft is from the Franco-German cooperation and is flown for us today by Fabrice Bonne and Laurent Palsy. During their display of the dynamics of this aircraft, the aircraft is a very maneuverable machine. You will see two particular maneuvers that have become the signature of the aircraft: a backward somersault and a sideways flop, followed by a half-loop pull-out. And we'll come very soon to the first maneuver. Nous verrons dans quelques instants des manœuvres absolument extraordinaires réalisées par cet hélicoptère, qui est d'ailleurs le seul à les réaliser. Pourquoi peut-il réaliser ce type de figure? Tout simplement parce qu'il est équipé de commandes de vol électriques et de calculateurs qui lui permettent d'effectuer ce genre de manœuvre. Bon, on y associe bien sûr un rotor rigide et tous ces composants aérodynamiques modernes qui permettent donc d'avoir devant nous la plus sophistiquée des machines construites à l'heure actuelle par hélicoptère, par Eurocopter. The Tiger is powered by two MTR 390 engines. MTR is a Turbomeca MTU Rolls-Royce consortium, and each of these engines develops 1,800 horsepower. The machine has a maximum cruise speed of 148 knots, maximum operating speed of 167 knots. 206 of these machines have been ordered by France, Germany, Australia and Spain. Alors maintenant, on va suivre rapidement les évolutions du Tigre. On n'a pas parlé encore des missions qui étaient celles de cet hélicoptère, parce qu'il répond quand même à un cahier des charges de l'armée de terre française, auquel s'est joint plusieurs forces armées, comme la force aérienne, la force terrestre allemande, la Bundeswehr, qui était intéressée par un hélicoptère de combat. Alors regardez attentivement le Tigre, qui va rester en stationnaire quelques instants au-dessus de nos têtes. Et on va regarder ce saut arrière réalisé par Fabrice Bonne en place avant du Tigre aujourd'hui. Il se positionne face au vent. Attention. D'hélicoptères présents ici sur le salon comprendront qu'il est hors de question d'essayer de faire la même chose avec le leur. Ceci donc est réservé pour cet hélicoptère de combat franco-allemand, le Tigre d'Eurocopter, qui est motorisé par deux turbines MTR de 1774 chevaux, des MTR 390. Combien ça pèse un engin comme ça? Ça pèse à peu près 4 tonnes. Mais ça peut emporter jusqu'à 2 tonnes de charge marchande, des missiles au nombre de 4 ou de 8 selon le type utilisé. Et on regarde cette nouvelle manœuvre attentivement, on se repositionne de la même manière. The second maneuver, camera ready. C'est parti. The Tiger is a tandem seat combat helicopter with day and night capabilities and is
designed for armed reconnaissance, escort, air-to-air combat, ground-firing support and anti-tank warfare. It's fitted with a single 30mm Jihad gun. It can carry 2 rocket pods or 4 air-to-air missiles or 8 anti-tank missiles. Ouais, le Tigre a été commandé à 206 exemplaires. Il est en service déjà en Allemagne, en France. On sait très bien qu'une école commune a été formée dans le sud de la France, au but, l'école franco-allemande pour la formation des équipages de Tigre. Derrière elle, une très belle carrière d'hôtesse de l'air dans une grande compagnie aérienne française. Et puis, elle a aussi derrière elle une fabuleuse carrière de pilote de compétition. Elle est une seule pilote à avoir été 2 fois champion du monde de voltige aérienne. En l'espace de 12 ans, c'est-à-dire en 12 ans, tout a changé. Les avions sont devenus beaucoup plus performants, la façon de voler a complètement changé. Et Catherine a donc été 2 fois championne du monde, une fois au Canada et la 2e fois en Espagne. Voilà donc une princesse, la princesse Catherine, et parce que c'est dans son trip actuel, Catherine a pensé qu'il serait approprié qu'elle présente son extra et ce programme libre de 4 minutes, qu'elle le présente accompagné par un adagio de Wolfgang Amadeus Mozart. An extra 300 international competition aircraft in the hands of Catherine Monnery, twice women's world aerobatic champion, and she's chosen to fly this afternoon to the sound of an adagio by Wolfgang Amadeus Mozart to accompany her freestyle presentation. Heeft dit op 2 keer wereldkampioen. Kijk maar naar. Zijn nou de gasten gezet? Ja, man. Ja, dat is wel vallen.
Voilà, la princesse Catherine Mollory, fille de pilote, son père était médecin mais Au nord des installations, après avoir enquillé le pinsonnier l'est de la piste 25, il s'en détache maintenant pour revenir face à nous. Il s'agit de cet avion militaire de surveillance aérienne et de commandement aéroporté dont les initiales se disent AWACS aux États-Unis. Nous, on l'appelle E3, c'est sa désignation américaine, et F pour français. 4 exemplaires de ces avions, de ces piquets radars, sont en service dans l'armée de l'air française et opèrent à partir de la base d'Avord, située près de Bourges, dans le Cher. On voit très bien donc l'antenne radar de 9 mètres de diamètre qui est installée sur le dos de cet avion. Et à l'intérieur de la cabine, eh bien, un ensemble complet d'analyse des signaux électriques et électromagnétiques qui permettent de détecter tout ce qui bouge au-dessous de l'avion. Et voici venir par notre gauche ce radar de veille aérienne, longue portée. Alors en mission, le radar, le pins noir et blanc qui se trouve punaisé sur l'arrière de l'avion tourne à une vitesse de 6 tours minute. Alors là, il tourne très doucement. Très doucement, c'est avec eh bien, il faut graisser les roulements et lubrifier tout ce qui est les roulements billes et pivots qui sont sous le système radar. Ce n'est qu'arrivé. Voilà donc face à nous l'oiseau qui assure la sécurité ici au Salon du Bourget pendant toute sa durée, comme il l'assure lors des rassemblements de chefs d'État. ultra moderne, conçu en 1935, avec un moteur de 12 cylindres en V. Vous savez, les ferraristes distingués savent que le moteur noble, le moteur, c'est le 12 cylindres en V. Et bien sûr, ce Morane 406 est monté un moteur Hispano-Suiza. En plus, Hispano-Suiza, c'est tout un programme. Et l'avion était monoplace avec une verrière fermée, avec un cockpit fermé, un train d'atterrissage rétractable, une hélice à pas variable et des volets de courbure permettant de mieux voler à basse vitesse à l'atterrissage en particulier. Plus une invention de l'époque qui était un moteur canon, c'est-à-dire un canon qui était monté entre l'intérieur du V des cylindres et qui tirait dans l'axe de l'hélice. Voilà l'avion qui, lorsqu'on pouvait le voir en 1936, c'est que la guerre n'est pas arrivée en 1936-37, mais un peu plus tard, et qu'entre-temps, l'aviation allemande, en particulier du côté de chez Messerschmitt, Henkel et quelques autres, avait fait quelques progrès. Donc ce Morane 406, qui était parfaitement d'actualité en 1937, se trouva immanquablement surclassé en performance lorsque l'heure fut venue de faire la guerre avec en 1939 et surtout en 1940 pendant la bataille de France. Cependant, avec ce petit chasseur au fuselage un peu bossu et aux grandes ailes effilées, les jeunes gens qui servaient dans l'armée de l'air française comme pilotes firent de véritables prodiges, puisqu'en à peu près 6 semaines, avec leurs collègues qui pilotaient des avions un peu plus modernes, des Curtiss 75 achetés en Amérique, réussirent à amputer la Luftwaffe d'environ 1/5 de sa puissance totale. Et lorsque, quelques semaines après la défaite française, la Luftwaffe se retourna vers la Grande-Bretagne, eh bien, ce 1/5 dont elle avait été amputée lui manqua certainement pour renverser le cours de l'histoire et faire en sorte que la bataille d'Angleterre ne soit pas gagnée par la Grande-Bretagne et sa Royal Air Force. Et à propos de Royal Air Force, Nigel? Back to
1935 to what at the time was the latest in fighter design from Morin Saulnier 406. This aircraft was fitted with a 12-cylinder Hispano-Suiza engine developing some 860 horsepower. In 1935, this was the latest in jet technology, a monoplane closed cockpit. It entered service well before the Hurricane and the Spitfire in the United Kingdom. But when war came in 1939 and especially in the Battle of France in 1940, these aircraft, despite the valiance of their pilots, were outclassed by the latest machines from Germany, in particular the Messerschmitt 109. Nevertheless, during the Battle of France, the French Air Force succeeded in shooting down 730 enemy aircraft for the loss of some 850 machines. The Battle of France, a very bitter struggle, which has in history books tended to be overshadowed by the subsequent Battle of Britain. Here we see this magnificent machine. It's the only one flying in the world today. There are only 3 of these machines left, one in the museum here at the Bourget, one in Dubendorf, and this one which was rebuilt from the wreck of 2 aircraft and involved 10,000 hours of work. And it's lovingly displayed for us today by the pilot Daniel Koblet. Alors voilà un beau morceau de l'histoire de France, même si c'est une histoire un peu amère, c'est quand même un beau morceau de l'histoire de France. Et nous devons son existence à des francophones, oui, mais ils sont suisses. Merci à eux, merci à cette équipe qui a récupéré en Suisse donc 2 épaves, des versions fabriquées sous licence en Suisse de ce Morane 406. L'avion pour le reconstruire, il a fallu plus de 10 000 heures de travail. Il y a une première équipe et puis ensuite une deuxième équipe animée par Daniel Koblet qui est ici. Enfin d'ailleurs ça se dit Daniel Koblet et pas Daniel Koblet. Daniel Koblet c'est en français, Daniel Koblet c'est en valaisan. Et donc, et oui c'est un Morane 400 suisse et bon. Donc cet avion aujourd'hui habite à Bay, qui s'écrit Bex en bon français, mais les Suisses, surtout les Valaisans, disent Bay. Vous allez en voir un autre tout à l'heure d'avion suisse, pourtant d'origine française, décidément. Les Suisses font des bonnes choses avec des avions d'origine française. Mais ce Morane 406 qui est absolument somptueux, qui a été remis en état avec amour en plus et non seulement compétence, puis vous savez quand les Suisses font les choses en général ils ont tendance à les faire de manière précise, mesurée et adaptée. Il est piloté de même par Daniel. Voici donc un beau morceau de l'histoire de France dont nous Français apprécierons énormément qu'il soit remis aux couleurs d'un groupe de chasse français et qu'il porte sur le fuselage la cigogne de Fonck. À l'atterrissage, le 406. Et unique Warbird, c'est comme ça qu'on dit chez les collectionneurs d'avions quand on parle d'un avion d'armes du passé qui a écrit l'histoire. On utilise partout dans le monde, en japonais, en français, en guatémaltèque, on utilise le mot Warbird parce que c'est devenu, même en anglais, même les Anglais eux-mêmes ont adopté ce mot lancé par les Américains pourtant. Et donc cet avion est le seul Warbird français à voler dans le monde aujourd'hui. Merci à Daniel Koblet et à son équipe d'avoir préservé ce morceau d'histoire. Et en plus, il l'a posé pas cassé avec un gros vent de travers, enfin un bon vent de travers. Ces avions ne sont pas toujours faciles à me décoller face au vent, ce qui est plus simple pour un vieil avion comme celui-là. Voici Sa Majesté, notre tante à tous, la tante Ju. Tante You était le surnom de ce magnifique trimoteur de transport, le Junkers 52. C'est comme ça qu'on disait.
Voilà donc le Ju-52. Le Ju-52 est un avion qui a commencé sa vie avec un seul moteur, mais un seul moteur pour une aussi grande cellule, ça suffisait pas. Donc ils en ont mis deux de plus, un par elle. Ils ont ainsi créé un des deux avions qui ont véritablement inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le transport aérien. C'était au milieu des années 30 et la maison Junkers, c'était une maison des ailes qui n'étaient pas haut-bannées ou tenues en place par des réseaux de mâts, de bancs, de cordes à piano. En matière de structure, Junkers était très en avance, mais en matière d'esthétique, on va dire que c'était une esthétique à l'allemande, autrement dit une esthétique froidement efficace. Cet avion, c'est vrai, quand on le voit de près, est un peu inquiétant du plan esthétique. On s'attend toujours à ce qu'un avion soit fuselé, arrondi, que l'air glisse le long des formes les plus douces possibles. Or, le Ju-52 était quand même plutôt camionnesque. Mais c'est normal, c'était son boulot. C'est un avion très simple et pourtant en même temps excessivement raffiné. Cet avion a été en particulier très utilisé dans les années 30 par la compagnie aérienne nationale allemande, la Lufthansa. Et si celui-ci, dans le ciel, est un avion aux couleurs de l'armée de l'air allemande, alors de la Luftwaffe, en réalité, les tout premiers Ju-52 étaient généralement peints de gris clair, avec des panneaux anti-reflets noirs devant le cockpit. Et on les trouvait parcourant des routes qui parfois les amenaient fort loin. Par exemple, il y avait une rotation qui partait de Berlin et qui allait jusqu'à Shanghai. Imaginez-vous partant comme passager de Berlin à Shanghai en 1930. Souvent, un des accessoires les plus utilisés dans le transport aérien d'alors était ce sac en papier qu'on trouvait dans la pochette devant vous, qui s'appelait le sac vomitoire. The unmistakable shape of the Junkers Ju-52, originally designed as a civil transport aircraft used extensively by Lufthansa in the 1930s. It was later adopted as a military transport aircraft and used extensively for transportation of troops and equipment in World War II. After World War II, a number of these aircraft were used by airlines to rebuild their totally destroyed transportation systems, and a number were also manufactured in Spain under license by CASA. This particular aircraft was actually built by CASA. After many thousands of hours of restoration work, here we see flying again one of the few that's still flying. It's powered by three 9-cylinder radial engines, each of 700 horsepower, and it had a range of some 600 nautical miles, capable of carrying 18 passengers. Il est l'un des trésors les plus précieux. L'avion a été restauré par Roro, autrement dit Robert Roger, et son équipe. Ils ont travaillé une dizaine d'années, démontant l'avion jusqu'au dernier boulon avant de le remonter plus beau que neuf. L'avion est d'ailleurs légèrement sponsorisé, on va dire, par EADS, merci à eux. Et il était piloté pour nous cet après-midi par l'équipage du Flugkapitän Foer, Jean-Claude, de son prénom, qui, avant de prendre sa retraite, était commandant de bord sur Airbus. Flugkapitän. Qui est en train de prendre de l'altitude en grimpant dans le ciel dans le mugissement d'un moteur de 12 cylindres en V de 1200 chevaux, s'appelle un Yakovlev Fiat 3. Au début des années 40, alors que la France libre était bien installée à Londres avec le général de Gaulle et son équipe, quelqu'un dans son état-major vint voir de Gaulle et lui dit: mon général, certes nous avons quelques unités combattantes d'aviateurs qui sont dans la Royal Air Force, avec des groupes de chasse comme l'Alsace et l'Île-de-France, ou dans le bombardement comme le groupe Lorraine, mais il serait de bonne politique d'envoyer en URSS combattre aux côtés de l'armée rouge, d'envoyer quelques pilotes combattre là-bas. Ainsi fut créé le groupe Normandie et quelques poignées de jeunes gens dont la moyenne d'âge était d'une vingtaine d'années effectuèrent un voyage
totalement surréalistes et se retrouvèrent à Moscou en 1942, où l'armée rouge leur proposa d'aller combattre à ses côtés à bord de ces avions, ces petits monoplans extrêmement agiles, presque aussi dangereux pour leurs pilotes que pour les pilotes d'en face, qui s'appelaient donc des Yak-3. Russia, the Soviet Union at the time, a Yak-3 in the colours of the famous French squadron, the Normandy Neyman, who fought alongside the Russian Soviet Union armed forces throughout the war and covered themselves in glory. The Yak-3 was originally built and first flew in 1941 with a Klimov engine. This particular machine is fitted with an Allison engine. In 1942, General de Gaulle, who at that time was in London, decided to send a unit to the Soviet Union to demonstrate support for the Soviets in their battle against the Nazis in the Great Patriotic War. The formation was given the name Normandy, one of the French regions, which is the way that the French classified their units at the time. Stalin added the name to the name, it became the Normandy Neyman, and the unit still bears that name very proudly today. Mitchell. Vous avez vu 1941? Voilà en tout cas la musique. Taking off to the north and turning to enter the display volume, the B-25 Mitchell from North America. The factory of North American was in California, not too far from Hollywood. And if a machine was ever designed to look like a medium-range bomber, if you asked a Hollywood set designer to design you an aircraft, this is the sort of shape and colour scheme he would have probably come up with. The aircraft itself was first made famous by a raid on Tokyo, where General Doolittle managed to set a whole squadron of these aircraft onto an aircraft carrier, and they attacked Tokyo with bombs, and more to demonstrate that the Americans were ready to fight back and for true military effectiveness. The story was made famous in a film, 30 Seconds Over Tokyo, and by a book of the same name. In actual fact, due to the speed with which these airplanes flew, they spent more like 6 to 8 minutes over Tokyo. More than 9,800 of these machines were built, powered by two Wright double cyclo engines, each of 1,700 horsepower, and they had the capacity to carry 1.4 tons of bombs over a range of 1,400 miles, but to get that sort of range out of the aircraft, the speed was 160 knots. Le B-25, c'est un avion hollywoodien. D'abord parce qu'il a été construit et dessiné à portée de cailloux de Hollywood. Il a été fait chez North American Aviation à Inglewood, qui est une des villes qui composent Los Angeles. Et c'était pendant la guerre, et comme pendant la guerre, il fallait faire les choses rapidement, on peut définir le B-25 comme un avion qui a été un peu vite fait et plus ou moins bien fait. Ça aurait pu être mieux au niveau du dessin. Et finalement, l'avion, avec ses défauts, et en particulier au plan du pilotage, c'était pas un avion pour débutants, et pourtant on mettait beaucoup de débutants là-dedans. On mettait des jeunes gens de 20 ans avec une expérience extrêmement mince, rapidement formée. Et cet avion, malgré les vices inhérents à son dessin, en particulier une vitesse minimum de contrôle sur un moteur, en cas de pas de moteur au décollage, il fallait déjà que l'avion vole aux environs de 150 000 à l'heure, 150 miles à l'heure. Or, sa vitesse de croisière normale était de 160. Autrement dit,
quand on décolle un B-25, pour l'avoir fait, je peux témoigner, eh ben, on décolle vers 90 mph et puis après on prie. Que basse, l'avion prend du temps à accélérer, puis à un certain moment, hop, il remonte, il se met à l'horizontale, il réaccélère, on a atteint 150 mph, et là on se dit que si on perd un moteur, on peut peut-être arriver à négocier une trajectoire totale. C'est un avion extrêmement musculaire, mais avec le temps, on arrive à le piloter finement. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, cet avion, un peu raté au niveau de ses qualités de vol, fut quand même considéré comme le bombardier voyant de toute la dernière guerre, avec presque 10 000 exemplaires construits, et surtout avec son efficacité en matière de propagande, qui avait été lancé par l'invraisemblable raid sur Tokyo. On en a fait des films. Le dernier en date s'appelle Pearl Harbor. Si vous reprenez le DVD de Pearl Harbor, à la fin, vous verrez les B-25 comme celui-là décoller du pont d'un porte-avions. Et c'était vrai, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient réussi à amener une douzaine de ces grosses machines jusqu'à 800 km des côtes japonaises. Et c'était pas une tempête, mais il faisait pas beau. Ils avaient lancé ces B-25 qui arrivaient au bout du pont du bateau, s'enfonçaient vers la mer, qui tenaient en l'air cramponnés par la pointe des hélices. Ils avaient allégé les avions au maximum, ils avaient même démonté les mitrailleuses et les avaient remplacées par des manches à balai peints en noir pour faire croire aux éventuels chasseurs japonais qui croiseraient au-dessus du pays du soleil levant que il ne fallait pas s'approcher de trop près. Mais donc ce raid organisé par le général Jimmy Doolittle au-dessus de Tokyo, cette traversée de Tokyo, non pas en 30 secondes, mais plutôt en 6 minutes, vu la dimension de la ville et la vitesse de croisière de l'avion, ne fit strictement aucun dégât militaire d'importance, mais par contre, sur le plan psychologique, ça laissa un certain nombre de Japonais avec des questions, puisque ce raid eut lieu quelques mois seulement après Pearl Harbor, et ça redonna un moral d'enfer au public américain, qui se dit qu'après tout, cette guerre ne faisait que commencer et qu'on allait s'en occuper. Ce B-25 était piloté pour nous cet après-midi, il est basé à la Ferté-Alais, comme beaucoup d'autres avions de collection. Il était piloté pour nous par George Perez, avec l'accent américain, puisqu'il s'agit d'un Californien bon teint. George est le pilote américain de la Ferté-Alais. Et à côté de George, le blond, comme dirait quelqu'un. Le blond, c'est Bertrand Boileau, il est pilote de ligne, il vole sur des gros longs courriers d'une grande compagnie française. Et avant ça, dans une autre vie, il avait été pilote militaire, où entre autres il avait passé 5 années, même plus que 5 années, à la patrouille de France. Comme disait le héros du film de Spielberg, L'Empire du Soleil, voici le North American P-51 Mustang. This particular aeroplane comes from the magnificent collection at La Ferté-Alais. It's flown for us today by Bernard Verpillot. The design came from North America, the design of the aircraft, to meet a British requirement at the beginning of the war. They selected a Rolls-Royce engine design. The engines were built by Packard in the United States. Chez North American à Inglewood à Los Angeles. Voilà donc un avion certes américain, mais qui a quelque chose quand même d'allemand, et finalement, avec ses ailes un peu carrées, pourquoi pas. Les ailes du Mustang, elles contiennent la solution à des tas de problèmes, et ce sont des ailes qui ont ouvert l'aviation moderne, l'aviation à réaction, car cet avion est le premier avion à avoir reçu un profil d'aile laminaire. Ce qui d'un seul coup, avec le même moteur qu'un Spitfire par exemple, ou un Hurricane, un moteur Rolls-Royce Merlin, donc un moteur anglais dans un avion américain dessiné par un Allemand, vous donnez un avion qui d'un seul coup franchissait 2,5 fois la distance grâce à l'aérodynamique de ses ailes en vol de croisière. Un avion qui traînait moins, qui allait plus vite.
Mais finalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la personnalité de cet avion à travers les sons et l'image. Si vous avez un jour rêvé de piloter un avion, vous avez nécessairement rêvé du Mustang. Sauf les pilotes anglais qui rêvent de Spitfire, le reste des pilotes de la planète entière rêvent de piloter un Mustang à cause de ça. Imaginez-vous, petit bonhomme assis là-dedans, petite bonne femme d'ailleurs, et faisant ça, montant au nuage. Un avion qui glisse dans le ciel comme une savonnette dans une baignoire pleine d'huile d'olive. km/h, si on lui met le nez un peu bas comme maintenant et qu'on le laisse glisser, il y va tout seul. 700-750 km/h sans problème. Il siffle. L'avion qui est devenu une icône, il en vole encore à peu près 120 de par le monde aujourd'hui. Celui-ci est basé donc à la Ferté-Alais, encore un. Et c'est le seul Mustang qui vole en France. Parmi les propriétaires célèbres des Mustangs, il y a par exemple Tom Cruise qui vole toujours en double commande parce que son assurance le lui impose. L'avion de Tom est basé dans le nord de Los Angeles et de temps en temps il le sort et il va dire la messe avec, comme tous les gens qui volent sur ces machines. Cet avion est devenu célébrissime pour des tas de raisons. Il a, semble-t-il, inspiré nombre de designers de Détroit. L'industrie automobile américaine a pendant 15 ans pioché dans le Mustang pour faire des prises d'air, des dérives, pour habiller Mondrian pouvait être heureux, mais pour habiller ses créations automobiles. Le Mustang est devenu un réservoir à culture américaine et évidemment il a atteint le statut même d'œuvre d'art puisque Roy Lichtenstein en a fait le sujet, le thème d'une de ses peintures les plus célèbres caractérisant l'époque du Op Art. L'avion a été piloté pour nous cet après-midi par Bernard Vurpillon. The P-51D Mustang. Desservir l'Amazone. Alors les Catalina, ils faisaient à peu près le boulot de navire à la fois de fret et de passagers et ils remontaient l'Amazone et allaient de ville en ville le long de l'Amazone. Et puis la France a eu des Catalina qui sont basés aux Antilles, entre Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, on pouvait prendre le Catalina. Ça faisait un peu goélette à Copra parce qu'il y avait le fret, quelques passagers assis à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre et dans d'autres îles des Caraïbes. Et puis une compagnie française basée à Tahiti avait aussi ses Catalina. Cette compagnie était une filiale des transports aériens intercontinentaux, s'appelait la RAI, le réseau aérien interinsulaire. Et la légende du Catalina à Tahiti dit qu'un des commandants de bord de cette compagnie, qui était un pilote anglais, partait toujours avec son parasol et sa canne à pêche, comme ça quand il arrivait en escale à Bora Bora, Moorea ou ailleurs, il laissait l'avion donc entrer dans le lagon, tous les passagers s'en allaient à terre et lui restait tout seul. Il s'installait sur l'aile de l'avion, sous son parasol, je ne sais pas comment il le faisait tenir, peut-être qu'il le plantait dans l'aile d'ailleurs. Et puis il sortait sa canne à pêche et les jambes ballantes devant le bord d'attaque, il pêchait en méditant. C'est un personnage connu, il avait une barbe immense, enfin c'était un philosophe en même temps qu'un aviateur. Voilà un avion extraordinaire, un hydravion au long cours. Les jeunes gens qui volaient là-dedans pendant la guerre faisaient des missions parfois d'une vingtaine d'heures. Et cet avion a été déterminant dans la bataille de Midway, par exemple, repérant la flotte japonaise très très loin
avant qu'elle n'arrive à proximité de la flotte américaine et permettant à la marine américaine sa première grande victoire navale. Multi-mission amphibious aircraft, the consolidated PBY, the undercarriage being deployed out of the side of the fuselage. The aircraft was powered by two Pratt & Whitney twin Wasp engines, each of 1,200 horsepower. With these engines, it had a maximum operating speed of 150 knots. It cruised at a mere 100 knots, but that was the objective because it had an endurance of 20 hours. Poser un avion sur un bateau, ce n'est pas toujours gagné d'avance. Dauntless et autres Skyraider sont les avions qui ont été étudiés pour ça. Ce sont tous des produits de la maison Douglas. Embarqué sur un avion pendant la guerre, elle était montée sur le Corsair, ça on le sait. Bon, on n'en a pas de Corsair ici au Bourget, tant pis, on a des machines tout aussi belles que lui, dont vient vous parler Bernard. Et puis, dès la guerre terminée, le plus gros moteur s'est retrouvé à l'avant du Skyraider. Le Sky que vous voyez évoluer devant vous est donc animé par un rail de 2700 chevaux, rien que ça. On a parlé de camion à bombe, on le manie comme un camion. Ce n'est pas un avion difficile à piloter, c'est un avion, contrairement à ce qu'on pense, qui est assez léger aux commandes. Et ce n'est pas Arnaud Granger, aujourd'hui au manche de cet avion, qui nous contredira. Leading for Skyraider was a dive bomber intended to operate off the decks of aircraft carriers. It is manned by an enormously powerful right radial engine of 2,700 horsepower. The aircraft makes no concessions to aesthetics. It's a very functional machine. It's designed to deliver ordnance and deliver ordnance effectively. It was almost out of service when the Vietnam War came along, and the Americans realized that for low-level attack, the piston-engined aircraft was a much more effective machine, and the aircraft was extensively used for ground attack in the Vietnam conflict. It's a rather old-fashioned system of propulsion with a propeller caused the American jet pilots to nickname it the SPAD, a reference to the aircraft flown in World War I by the American pilots involved in the conflict. And this particular SPAD is flown for us today by Arnaud Granger. Cet avion d'appui-feu ou d'attaque au sol, donc, était blindé. Ses parties inférieures recevaient un blindage qui l'alourdissait encore. Il était donc beaucoup moins vulnérable que les chasseurs purs, qui étaient les P-51 ou les F-4U Corsair, qui ont eu avant lui à faire ce type de mission. Comme je vous ai dit qu'il avait été construit trop tard pour participer au conflit de la Deuxième Guerre mondiale, il a participé quand même au sein de US Marine Corps de Corée. Il a rempli de nombreuses missions d'appui-feu classiques que le Skyraider ou le T-28. C'est en 1957 que les derniers Skyraider ont été construits. Un total de 3160 machines sont sorties des usines Douglas et l'armée de l'air en a acheté à peu près une petite centaine, on va dire 95. Ils ont servi bien sûr pendant la guerre d'Algérie dans deux unités, la 20e escadre et la 21e escadre, avant de terminer dans des gardes de la République centrafricaine ou du Cambodge ou la garde présidentielle du Tchad. Et la plupart des avions de collection qui évoluent. Cet avion porte des marques américaines, vous l'avez constaté. Il est aux couleurs de la VA-176 des Thunderbolts, basée à l'époque sur le USS Intrepid. Il appartient, comme beaucoup d'avions ici, à la collection de